Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Béatrice Agostini, je suis la directrice relève et main-d'œuvre chez Aéro Montréal. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour parler du développement des compétences 4.0. Comme vous le savez sans doute déjà, l'industrie 4.0 est la plus récente évolution dans le secteur de la fabrication. Elle se caractérise par une automatisation intelligente et par une intégration de nouvelles technologies à la chaîne de valeur de l'entreprise. Cette transformation numérique bouleverse l'industrie manufacturière en apportant des changements au système, mais aussi au processus et à la main-d'œuvre. Cela nécessite donc une adaptation des compétences pour l'ensemble des employés et des gestionnaires. Ces nouveaux défis amènent dorénavant les entreprises à s'assurer que tous leurs employés acquièrent de nouvelles compétences et que la main-d'œuvre de demain soit adéquatement formée à cette nouvelle réalité. Ce webinaire débutera très bientôt par une présentation effectuée par l'un de nos membres, APN. Pour ceux qui ne connaissent pas encore APN, sachez que l'entreprise conçoit et fabrique des pièces complexes pour le secteur aéronautique dans le respect intégral des normes et exigences les plus strictes. L'entreprise dispose d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d'une forte capacité de production s'appuyant sur les plus récentes technologies, lui permettant de garantir la qualité, la constance de sa production et la conformité pièce après pièce. Véritable révolution dans l'industrie, leur approche exploite le plein potentiel de l'industrie 4.0 en associant à chaque pièce produite son historique de données critiques. Durant la présentation, vos micros resteront muets. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en tout temps par écrit dans le chat à l'intention d'Aéro Montréal. Après la présentation, nous avons prévu une petite causerie et nous répondrons ensuite à vos questions. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux conférenciers aujourd'hui, en commençant par Catherine Proto, directrice production chez APN. Catherine est détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires à l'Université de Laval et elle a commencé sa carrière chez APN à titre de conseillère en ressources humaines. Elle a été rapidement promue chef d'équipe de production. Nous avons également Stéphane Agnard, directeur R&D Industrie 4.0 chez APN. Stéphane détient une maîtrise en génie mécanique de l'ETS et il a été le récipiendaire de la médaille académique du gouverneur général pour ses études universitaires. Directeur R&D Industrie 4.0 chez APN depuis maintenant 2013, il est en charge du projet CIM, Computer Integrated Manufacturing, sur le développement d'une solution logicielle visant à rendre l'entreprise autonome par l'intégration et la rétroaction des systèmes. Je passe tout de suite la parole à Stéphane et bon webinaire. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Peut-être la diapositive, s'il vous plaît. On va commencer avec… Ah, et voilà. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, avant de commencer, j'aimerais peut-être mettre un peu les choses en perspective pour ceux qui ne connaissent pas APN. Donc, juste par le fait, mettons qu'APN soit la première vitrine 4.0 du Québec homologuée par le BNQ, ou qu'APN ait reçu l'an dernier le prix Performance Québec, soit la plus haute distinction qui est remise par le gouvernement du Québec à une entreprise privée. Il faut comprendre que tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que pour développer des compétences 4.0, développer des solutions 4.0, ça prend forcément du temps et de l'argent, donc forcément un buy-in de la haute direction pour amorcer ce type d'initiative-là. Comment ça s'est passé chez APN? Tout a commencé avec une vision, un rêve de développer une usine intelligente où les systèmes coordonnent humains et machines pour optimiser l'exécution des opérations. De ce rêve-là a découlé un projet qu'on a appelé à l'interne le projet CIM. CIM pour Computer Integrated Manufacturing. Vieux rêve des années 70 qui a aujourd'hui une connotation plus buzzword avec l'industrie 4.0. Mais l'objectif du projet, à prime abord, c'était d'autonomiser l'entreprise par l'intégration et la rétroaction des systèmes, donc de connecter les choses ensemble et de faire une feedback loop à l'intérieur de tout ça, et puis d'autonomiser la prise de décision en entreprise, et ce, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des procédés, des processus, que de la gestion de l'entreprise. Donc, après ça, dans le fond, on veut vraiment avoir un système qui dicte, dans le fond, qui prenne les décisions pour le bienfait des opérations. Après ça, savoir, mettons, qui va faire l'action. Est-ce qu'on va envoyer cette tâche-là, par exemple, à un humain? On va-t-il envoyer un robot? Tout ça, c'est une question de ROI, retour sur l'investissement. Donc, les initiatives plus d'automatisation sont venues par la suite, une fois que la décision a été prise. Mais encore là, le but, ce n'est pas de mettre tous des robots, c'est vraiment à base de prendre des décisions. Comment ça s'est déroulé chez APN? En réalité, ça a commencé en 2012. Donc, le projet a commencé avec l'embauche d'un stagiaire en mécatronique. Donc, un stagiaire universitaire qui avait une bonne base mécanique, bonne base informatique, base de données et compagnie. Donc,
il a fait dans le fond une version alpha, une espèce de prototype en Excel de collecte de données puis d'intégration de données. Donc, à la base, rien de compliqué, c'est juste une preuve de concept à savoir on pouvait-tu aller quelque part avec cette vision-là, de communiquer avec les machines, ce type de trucs-là. Par la suite, une version bêta en SQL, où dans le fond, on a comme étendu le concept, puis après ça, ça s'est vraiment étendu à l'ensemble des processus de l'entreprise de fil en aiguille. Juste donner une perspective, 2012, on a un stagiaire universitaire, 2020 aujourd'hui, 8 ans plus tard, le projet SIM mobilise 5 développeurs logiciels, 4 ingénieurs et techniciens en automatisation, 5 chargés de projet qui ont pour devoir de définir les requis fonctionnels et d'aller l'implanter en usine, et surtout toute une organisation qui partage la même vision systémique de l'entreprise. Donc, diapositive, s'il vous plaît, Béatrice. Puis dans le fond, quand on regarde un peu qu'est-ce qui a été le tremplin de tout ça, si on prend par exemple les compétences proprement dit en automatisation. En 2018, APN a participé au projet à l'initiative MacFab 4.0. Donc, c'est durant ce projet-là que vraiment APN sur une période d'une année, a développé et implanté un système qui allait intégrer 9 cobots pick and place, donc comme on peut le voir ici sur l'écran, qui place des pièces à la sortie de la machine CNC. Un AVG muni d'un bras robotisé, donc un petit bolide qui se promène pour prendre les pièces de la CNC et l'amener au CMM. Et puis 2 palettiseurs au CMM pour justement finaliser la boucle d'automatisation de mesure de la CNC à la CMM. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, dans le fond, que pour les compétences en automatisation, qu'APN a vraiment développé de miser sur le développement interne des compétences. On aurait très bien pu, par exemple, outsourcer, sous-traiter ce type de projet-là parce que APN, on fabrique des pièces, on conçoit des procédés, on fait de l'usinage. Ce n'est pas dans la nature première d'APN de faire ça. Mais sachant, dans le fond, que ça va être un capital essentiel pour la croissance future d'APN, donc on a vraiment décidé de miser sur l'investissement à l'interne des compétences. Donc, sur ça, je laisserai la parole à Catherine pour parler de recrutement. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui, moi, plus axée sur la main-d'œuvre. Donc, je pense que la main-d'œuvre, c'est partie prenante d'une transformation là, comme le virage 4.0 que nous avons pris chez APN. Donc, nous, ça fait déjà, comme Stéphane le disait, depuis 2012. Donc, on est quasiment à notre 8e année du projet. Donc, depuis 8 ans, on a eu le temps de faire beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements dans l'organisation, puis beaucoup de changements aussi au niveau de notre mix de main-d'œuvre. Donc, je pense qu'on ne l'a pas dit encore, mais APN est un atelier d'usinage d'eau de précision. Donc, nous, notre main-d'œuvre directe là, est principalement composée là, de machinistes, d'assembleurs, puis de personnel de soutien. Donc, on a des polisseurs, un peu n'importe quoi qui touche à la production. En 2012, lorsqu'on a amorcé le virage, c'est sûr qu'on avait beaucoup moins d'employés, mais on avait un ratio d'employés de bureau versus employés d'usine de plus de l'ordre de un employé de soutien pour 25 employés de main-d'œuvre directe sur le plancher. Présentement, aujourd'hui, en 2020, là, on est environ 80 personnes sur la production, puis environ 35 personnes pour le support à la production. Donc, vous voyez que le ratio a presque, il est exponentiel. Puis, on vient croître malgré qu'on a moins d'employés sur le plancher. On a une énorme équipe de support, puis on est capable de croître pareil la production sans augmenter là, notre personnel là, de façon autant d'augmenter le personnel autant qu'augmenter qui va avec la croissance. Là. Donc, pour l'équipe de support, là, ça comprend l'équipe de développement de produits, l'équipe d'amélioration continue, puis l'équipe de développement logiciel, là, comme Stéphane disait, qui est attitrée là, vraiment au 4.0. Mais dans toutes les équipes de support, autant quand on fait un développement de produit, quand on fait de l'amélioration continue, tout passe par comment qu'on peut faciliter la tâche, comment qu'on peut inclure notre système, comment le système peut aider l'humain pour justement faciliter la tâche là, pour les employés qui sont sur la production. Fait que pour arriver jusque-là, là, notre mix de main-d'œuvre, puis durant les dernières années, on a vraiment dû changer nos critères face à nos nouveaux employés. C'est qui qu'on veut engager, quelle sorte de main-d'œuvre qu'on veut engager, quelle sorte de personnes on va avoir dans nos équipes de développement, vers où l'entreprise s'en va. Chez APN, présentement, la moyenne d'âge est environ de 35 ans. Fait que c'est quand même une équipe assez jeune, ben, très jeune pour le genre de domaine qu'on est. Puis, il faut parler aussi de toute l'équipe de directeurs. C'est vraiment, la moyenne est plus dans les 32-34 ans. Fait que c'est tous des gens qu'on a qui sont sortis de l'école, qui sont avec nous depuis
5 à 10 ans, puis qui cheminent avec nous. Puis oui, on a des gens d'expérience là, au niveau supérieur, mais on essaye vraiment de commencer d'engager les gens jeunes pour qu'ils cheminent avec nous, puis qu'ils restent avec nous longtemps. Donc, on a commencé à engager des gens qui sortent un peu du standard d'un atelier d'usinage. Souvent, les employés qui sont ici, ils disent « Hey, on n'a jamais vu ça, nous, un atelier d'usinage avec autant de gens du support. » Mais nous, c'est vraiment notre vision des choses, puis je pense que c'est une bonne recette pour nous. Fait qu'on a commencé à engager des programmeurs système, des ingénieurs en mécanique, en mécatronique, en production automatisée, en électricité ou aussi en logiciel. Fait qu'on a une belle gamme de gens en ingénierie qui sont dans plein de domaines différents. Puis, on engage aussi majoritairement des jeunes gradués. Fait qu'on veut des jeunes qui sortent de l'école, souvent, avec pas vraiment d'idée préconçue du milieu de travail. On veut qu'ils découvrent quelque chose de nouveau puis qu'ils vivent aussi de leur passion. Fait que nous, on veut vraiment des gens qui vivent pour le 4.0, qui vivent avec leur... Tu sais que le cellulaire, c'est quasiment une extension de leur main, qui vivent pour les applications logicielles, pour l'intelligence artificielle, pour tout ce qui est nouveau. Parce que, veux pas, c'est en ayant du sang nouveau qu'on a des nouvelles idées, qu'on développe des nouvelles stratégies. Donc, on sert vraiment de toutes ces essences-là, puis ces jeunes-là, parce qu'ils pensent différemment que des gens qui sont dans la même, des fois dans la même routine ou depuis des années. Fait que ces nouvelles personnes-là, ben, ils viennent avec nous, ils voient ce qu'on fait, puis ils nous aident à aller plus vite. Là. Parce que dans ce développement-là, faut quand même, faut toujours aller dans l'avant, puis il faut s'assurer de toujours faire les choses comme en s'améliorant. Fait qu'on cherche pas, comme j'ai dit, on cherche pas non plus des gens juste avec des diplômes, mais on veut aussi des gens passionnés, des gens qui sont autodidactes, puis des gens qui voient plus loin que ce qu'ils ont à faire. Fait que souvent, c'est pas rare de voir ici une personne, mettons, qui a fait son bac en génie mécanique, qui se développe une passion pour l'automatisation, mais que eux, ce qu'ils aiment, dans le fond, c'est pas nécessairement faire des plans mécaniques, mais c'est le côté informatique de l'automatisation. Fait qu'on a des gens qui se développent des passions ici, puis qui, à l'extérieur du travail, ben, ça devient vraiment une passion qu'ils développent, puis qui changent d'emploi ici à l'interne, mais qui vivent vraiment on veut des gens passionnés, puis qui aiment travailler, puis qui veulent aller dans le même sens que nous. On veut aussi que tous nos employés de support, toute l'équipe de support, soit vraiment axée sur le plancher. Fait que nous, veux pas, notre essence, on est un atelier d'usinage, on est une usine de production. Fait que la base de notre entreprise, c'est de sortir des pièces qui sont de bonne qualité puis qu'on livre à temps. Fait que tous nos employés en support sont axés sur le plancher, puis on veut que les gens comprennent le plancher. Fait que c'est pas rare de voir un programmeur qui est sur la machine, il peut passer une semaine sur la machine, comment qu'on fait le setup, comment que la machine elle roule, c'est quoi la tâche de la personne pour vraiment que les gens qui sont en support à nous comprennent notre réalité sur le plancher. Puis on fait aussi, là, comme dans la majorité des entreprises, on fait beaucoup de parrainage là, à l'interne dans tous les domaines pour accélérer la formation. On a aussi, tu sais, lors de notre transition, c'est sûr qu'on a perdu des gens dans notre bateau. Mais ça, je pense que c'est normal dans tout, parce que, veux pas, quand on a changé de, mettons, 2.0 à 4.0, il y a beaucoup, tu sais, on est en constant changement, puis on est à toutes les semaines, on est en changement, à tous les mois, on est en changement, puis à toutes les années, on fait des pas de géants. Fait que c'est sûr qu'on veut des gens qui sont dans le même bateau que nous. Puis nous, on dit qu'on a, dans une genre de transition-là, c'est sûr qu'il y a du monde qui débarque, mais on dit qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui débarquent, ben, c'est pour en rembarquer des aussi bons, des meilleurs, puis qui vont vivre avec nous là, notre vision puis notre mission. Fait que Stéphane, tu peux y aller. J'ai peut-être obligé de changer les slides, là, mais ça, c'est un employé comme un machiniste. Fait que nous, le machiniste, là, il est vraiment toujours axé là, avec son ordinateur. C'est le logiciel qui dit quoi faire. Ben, il suit, dans le fond, une recette que en amont, on a préétabli la recette avec nos équipes de support. Puis le machiniste, lui, quand il vient à machiner des pièces, ben, c'est pas tout le temps 100% bon aux premiers égards, là, mais à force d'arriver, on s'améliore. Mais on veut que la personne là, ait le moins de questions à se poser, puis qu'ils suivent notre recette qu'on leur a dit, puis
dans le fond, qu'il ait le moins à prendre des décisions sur le champ, mais que nous, on lui donne sa ligne directrice, puis qu'il ait plus de temps pour faire des tâches là, vraiment axées au machinage. Parfait. Donc, changer de diaporama, s'il vous plaît. Ouais, ben, on parlait un peu des bons coups, ou plutôt partager des recettes qui ont bien fonctionné chez APN, puis d'autres qui ont peut-être un peu moins bien fonctionné. Donc, je reprends un peu les mots de Catherine. Donc, la première chose, c'est être dans l'action. Le 4.0, c'est très techno. On peut se perdre dans des protocoles, dans des algorithmes, des trucs un peu techniques, mais avant tout, c'est de vivre et comprendre la réalité du plancher. C'est-à-dire, la réalité d'affaires de l'entreprise, parce qu'on va faire des systèmes qui vont automatiser des choses, puis l'idée, c'est qu'il faut vraiment bien comprendre tout ça. Donc, comme Catherine disait tantôt, aller sur le plancher, exécuter les tâches des opérateurs ou de peu importe qui fait la tâche, de mapper les processus, vraiment vivre tout ça avant de développer quoi que ce soit. C'est vraiment ultra critique. Donc, quand on reste dans le monde des idées, ça ne coûte pas grand-chose. Par contre, quand on fait fausse route, puis on part sur des mois de développement, puis de trucs, puis en bout de ligne, on arrive, puis ça ne répond pas à un besoin réel, c'est vraiment une perte de temps et une perte d'argent. Une fois qu'on a développé, on a bien mappé tout ça, on développe une solution, c'est aussi d'aller le vivre après. C'est beau le avant, mais il y a aussi le après la solution. Donc, c'est pas juste de bon, on a fait un beau petit gizmo, on envoie ça en usine, puis ils vont se débrouiller avec. C'est vraiment d'aller suivre avec eux. Donc, dans le fond, la collaboration, la communication avec les end-users, c'est extrêmement important pour justement, c'est une compétence qui est extrêmement importante pour aller soutirer c'est quoi le besoin fonctionnel, puis avoir cette espèce d'interaction-là avec le plancher. Cartographier les processus, une autre compétence qui est extrêmement importante, parce qu'avec ça, dans le fond, qui va nous permettre c'est comme un élément où ce qu'on peut partager notre compréhension d'un processus. Quand on le met sur écrit, tout le monde peut porter des yeux et s'assurer qu'on ait bien compris. Puis par la suite, peut-être un petit conseil comme ça, en réalité, c'est APN, on mise 99% des efforts en implantation. Oui, on met beaucoup d'efforts au début, mais l'idée, il faut comprendre, c'est Edison qui disait qu'une invention, c'est 1% d'inspiration puis 99% de transpiration. C'est un peu la même chose. On met beaucoup d'efforts à comprendre le processus. OK, on imagine une solution, on la développe. Mais on aura beau inventer la meilleure solution du monde, s'il n'y a personne qui l'utilise en bout de ligne, le payback, c'est zéro. L'idée, c'est que, puis dans le fond, c'est là qu'on arrive dans la gestion du changement, c'est que tout le monde, mettons, peut être enthousiasmé au fait de développer des nouvelles choses, mais dans les faits, ça froisse un peu les habitudes. Donc, la gestion du changement est extrêmement importante. Donc, c'est bien beau de développer des solutions, mais il faut mettre énormément d'emphase sur l'implantation. Donc, en PN, nous, on a misé sur des itérations très, très rapides, la méthode fail fast. Donc, on fait notre travail du mieux qu'on peut, mais on se donne quand même l'occasion de se tromper. Donc, on fait des choses autrement, donc ça se peut qu'on se trompe, mais l'idée, c'est qu'on n'a pas avancé trop loin, on peut faire un retour en arrière. Fait que, on a déjà dans le passé développé des systèmes pendant des mois, faire une belle solution théorique, puis en bout de ligne, la première release, ça plantait partout. Puis en fond, il y avait vraiment un requis fonctionnel à la base qu'on n'avait pas saisi. Mais si on avait fait la technique qu'on fait aujourd'hui, donc des itérations plus rapides, on l'aurait pris en début de projet. Donc, pour avoir cette espèce d'aspect très, très dynamique, d'avoir une rétroaction plus rapide, dans le fond, on utilise la méthodologie agile. Donc, on a pris tout le bagage qui va avec, c'est-à-dire des product owners qui, eux, vont définir les requis fonctionnels et puis s'assurer qu'ils sont bien implantés, des Scrum Masters qui vont vraiment suivre de façon serrée l'avancement des développements, puis toute une série de cérémonies là, qui sont vraiment propres à la méthodologie agile. Donc, c'est vraiment une méthodologie que nous, dans le fond, APN n'avait pas cette méthode-là de faire avant. On l'a utilisé pour le développement du projet SIM. Actuellement, cette méthodologie-là va se transposer à l'ensemble des opérations, même, mettons, le développement de produits, par exemple, un autre département. Tantôt, on parlait de communication, donc je reviens encore là-dessus, mais l'écoute, ça reste extrêmement important parce qu'en bout de ligne, on développe des systèmes pour répondre à un besoin, puis on veut initier cette espèce de feedback loop où c'est dans le fond entre les end-users puis le système. On veut avoir du feedback, puis c'est ce feedback-là qui vient créer dans le fond l'innovation. APN a réussi avec le projet SIM de créer vraiment une inertie où le changement est constant. Où les idées viennent de toutes parts, puis les idées sont les bienvenues, puis dans le fond, comme je disais, on se permet d'essayer des choses. Donc, une fois que les gens comprennent dans quel mode on est, donc on est vraiment axé sur la donnée, de trouver des règles pour automatiser, éliminer des tâches répétitives comme ça, mais les gens, ils comprennent tout ça parce que c'est partie de leur quotidien d'avoir du changement. Puis là, ils se disent, telle tâche que je fais, moi, ça ne sert à rien. Dans le fond, si vous preniez telle variable, vous pourriez le faire pour moi. Puis de là, de fil en aiguille, tout le monde met la main à la pâte. Donc,
Béatrice, diapo, s'il vous plaît. Merci. Pour le développement des compétences, il faut comprendre que oui, on a développé beaucoup d'expertise à l'interne, mais maintenant, il faut aussi savoir, mettons, ses limites. Pour certaines, mettons, problématiques vraiment plus précises, mettons, on parle, mettons, de machine learning ou de recherche opérationnelle, où jusqu'à la base, on n'avait pas l'expertise à l'interne. Mais RPN est un des membres fondateurs du consortium de recherche en ingénierie des systèmes industriels 4.0. Le nom est un peu long, on l'appelle le consortium 4.0, où Jonathan Godreau est directeur du consortium, donc sympathique personnage, soit dit en passant. Puis là, il faut comprendre qu'on l'a fait dans l'optique où on n'a pas nécessairement juste pris une problématique de recherche ou une problématique X, sous-traité à l'université, puis revenir avec une réponse 2 ans plus tard. APN a vraiment embarqué dans une loupe de collaboration, c'est-à-dire que les étudiants, les professeurs, les auxiliaires de recherche sont vraiment partie prenante du projet. C'est des rencontres hebdomadaires que j'ai avec eux, mettons, à chaque semaine, ça le dit. Donc, c'est vraiment une notion où pendant qu'on réalise, le côté académique, mettons, on réalise les avancements, mais nous, de notre côté, on gagne de l'expertise aussi. Fait que on a vraiment réussi, dans le fond, à créer cette synergie-là qui, actuellement, est très, très bénéfique pour APN. Donc, on a gradué jusqu'à présent une maîtrise, un autre qui est en cours, un doctorat qui va graduer dans quelques semaines. Donc, ça, c'est un des exemples où pour aller chercher de l'aide externe, bien, dans le fond, aujourd'hui, APN est beaucoup plus outillé dans ce type de technologie-là, mais à la base, il ne l'était pas quand on a commencé le projet. Une autre chose importante, le transfert des connaissances. Il peut y avoir tu sais, quand on arrive dans le monde quand on arrive dans les trucs un peu techniques, là, ça peut devenir assez complexe ou assez spécifique. Mettons, un développeur va travailler sur tel système spécial, ben, l'autre développeur à côté, il n'a pas touché à ça, ben, il n'en a aucune idée. Fait que l'idée, c'est vraiment de faire circuler l'information. Fait que nous, on y va vraiment en mode lunch and learn, où dans le fond, les gens vont présenter leurs nouveaux développements et trucs comme ça, pour vraiment que le monde se mette la main à la pâte dans les nouvelles technos. Documentation, c'est souvent laissé de côté. C'est plate à faire, documentation. Tu fais un projet cool, ça marche, tu testes, c'est le fun, mais la documentation est extrêmement importante. Puis minimalement, avant tout, c'est les workflows. Fait que, si on fait bien le travail dès le départ, on a des workflows qui représentent qu'est-ce qu'on va faire, bien, la documentation est beaucoup plus facile par la suite. Ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est vraiment important. Puis, mettons, si on a échoué dans toutes ces phases-là, puis qu'on a fait un projet un peu tout croche, bien, reste à la fin que du code, ça reste du code, donc c'est décryptable par des initiés. Donc, on ne veut pas se rendre dans cette situation-là, mais ça laisse quand même des traces. Donc, le savoir-faire est quand même encrypté dans la solution. Mais comme je disais avant, on veut faire des workflows, puis avant, on veut documenter. Pour terminer, dans le fond, juste comprendre aussi que le 4.0, ce n'est pas une finalité en soi, mais bien un moyen. Fait que, par exemple, nous, par exemple, on a vraiment réussi à créer, mettons, avec le projet SIM, une culture de changement, une culture de l'innovation pour permettre, dans le fond, d'avoir une espèce d'inertie une inertie d'amélioration continue. Fait que, nous, l'amélioration continue, on la vit à travers des initiatives 4.0, mais c'est vraiment le moyen qu'on s'est donné pour y arriver. Donc, mettons, si c'est bien fait, ça peut permettre justement à tout le monde d'embarquer dans le bateau puis de participer à cette roue-là. Donc, sur ce, Catherine? Oui, tu peux changer de diapositive, s'il te plaît. Donc, je vais vous parler de toute la retombée là, que cette transition-là a eue sur les humains. C'est sûr que le 4.0, la création du système là, en soi, a vraiment changé notre manière de fonctionner de tout un tout. Dans le fond, le 4.0, le métaphore, est venu nous créer vraiment notre outil de travail là, principal. Donc, ça nous a permis de faire une foule de choses. Mais premièrement, la retombée là, que ça a vraiment eu sur les humains, ça a vraiment augmenté notre ratio employé-machine. Avant, quand on se remet en arrière, ici, chez APN, il faut savoir qu'on usine des pièces ultra complexes. On est un atelier d'usinage de haute précision pour, entre autres, le secteur de l'aéronautique, la haute technologie, puis tout ce qui est haute technologie, donc ça englobe plein d'autres systèmes. Donc, on produit des pièces ultra complexes avec des tolérances extrêmement élevées. Donc, avant, quand on n'avait pas notre système pour nous aider, on avait vraiment un machiniste par machine en tout temps. On ne pouvait pas concevoir d'avoir un machiniste pour 2 machines. Mais présentement, on a vraiment augmenté le ratio employé-machine. On est rendu à environ 1 employé minimum pour 2 machines, puis même 3 ou 4 selon le mix de jobs qu'on produit. Donc, le système nous aide vraiment à structurer nos tâches. Donc, il nous guide vraiment sur qu'est-ce que l'employé doit faire.
Il n'y a plus de perte de temps au niveau de recherche. C'est vraiment le système qui dit à l'employé quoi faire quand il est rendu à telle ou telle pièce. Il suit le flow aussi de la production. Donc, c'est lui-même qui va prendre sa prise de décision par rapport à qu'est-ce que l'employé doit faire. Donc, ça réduit du travail à l'employé. Puis l'employé, quand on l'utilise, ben, c'est un machiniste. On s'entend que les machinistes, c'est des denrées rares sur le marché du travail. Donc, on veut que notre machiniste soit machiniste 100% du temps. Fait que l'employé, ben, il peut régler ses offsets dans sa machine puis faire des mesures, mais on a vraiment le système qui l'aide puis qui le guide à faire quoi faire. Donc, ça a vraiment, on a augmenté le ratio d'employé-machine sans le surcharger de travail. Puis, pour en venir à qu'est-ce qu'on a présentement, on a vraiment l'employé, il est partie prenante du projet parce qu'on est venu prendre son expertise pour définir les règles d'opération qu'il devrait avoir dans le système. Fait qu'on a vraiment pris tout le savoir, puis on prend encore à tous les jours tout le savoir de l'employé, puis on essaye de le mettre en formule mathématique pour arriver à que le système prenne les décisions que l'humain aurait prises avant. Donc, on utilise au day-to-day tout le savoir de nos gens, puis on les transforme en diagramme de prise de décision pour que ça puisse se faire pas toute seule, mais au moins majoritairement là, automatiquement. Donc, notre courbe d'embauche, là, elle n'a pas suivi depuis 3-4 ans, on a des croissances de chiffre d'affaires de 30% par année. Puis notre courbe d'embauche, là, surtout sur le plancher de machiniste, elle n'a vraiment pas suivi cette courbe-là. On a peut-être environ engagé là, maximum là, 5 à 8 machinistes là, dans les dernières années. Mais ça nous a vraiment permis d'être plus efficaces, surtout le soir, la fin de semaine, puis la fin de semaine de nuit, quand il n'y a pas vraiment de personnes qui sont, c'est pas des gens qui sont ultra expérimentés. Ça nous a permis de faire rouler nos machines, d'augmenter vraiment l'efficiency de la machine. Donc, encore une fois, on prend l'expertise de tous les employés pour définir les règles d'opération. Donc, on encapsule tout le savoir-faire. Puis, on essaye d'éliminer le plus possible la prise de décision par réflexe ou lorsqu'on est pressé, on prend une décision puis on ne réfléchit pas trop. On essaye que le système réfléchisse pour nous, pour ce genre de choses-là, pour pas que l'humain, on a beaucoup de sentiments. Là, donc, des fois, on fait des choses, puis par la suite, on verrait que c'était pas ça, finalement, les choses qu'il fallait faire. Bien là, le système nous guide vers qu'est-ce qu'on devrait faire. Aussi, comme je disais, on veut que nos employés là, travaillent quasiment à 90% de leur temps. Donc, on veut leur enlever tout ce qui est tâche de manière répétitive. Donc, toute la robotisation qu'on est venu mettre, ça a enlevé toutes les tâches répétitives de sortir, ouvrir la porte, sortir la pièce de la machine, la nettoyer. Bien, ça se fait tout seul maintenant par nos robots qui sont vraiment aidants. On a aussi des robots qui se promènent dans l'usine pour enlever justement le nombre de pas aux gars pour pas qu'ils soient tout le temps en train de marcher pour aller porter leurs pièces à différentes stations. On a notre robot qui fait partie de notre équipe maintenant qui vient chercher les pièces là, puis qui élimine pour que les gens puissent travailler vraiment sur leur machine. On essaie aussi d'avoir des instructions de travail le plus clair possible. Donc, notre système là, en soi, il nous définit vraiment qu'est-ce qu'on doit faire dans la journée. Donc, on veut vraiment que l'employé s'attache de suivre le système, puis de suivre le système. Puis si le système ne dit pas la bonne chose, il suit pareil. Puis on veut appeler notre employé à critiquer la logique qu'on a pris. Si on y a pensé avant qu'on était plein de gens qui se sont questionnés à ce rapport-là, si ça fonctionne pas ou que c'est pas la manière optimale, on appelle tous nos employés sur le plancher à nous parler le plus possible puis à nous donner des feedbacks en temps réel. Puis des bugs, on en règle à tous les jours. Ça, c'est vraiment une grosse partie là, de l'équipe de Stéphane. C'est régler des bugs parce qu'on veut que ça soit le plus optimal pour notre production. Il faut aussi être vraiment, je pense, dans ce changement-là, vraiment transparent avec nos employés. C'est quoi notre vision? C'est vers où que l'entreprise s'en va? C'est quoi qu'on veut? C'est quoi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? C'est quoi notre rêve avec ce projet-là? Nous, les employés, ils savent que notre rêve, ça serait de rouler de fin de semaine, de nuit, les lumières fermées, puis que toutes nos machines arrivent, puis que lundi, on a juste à faire de la mesure. Bien, ça, il faut que les employés le sachent. Puis, nous, notre but, c'est pas d'envoyer tous les employés à la maison. On leur dit, hey, toi, là, machiniste, tu es la personne la plus importante qu'on a ici parce que si on t'a pas, ben malheureusement, on n'a pas de chiffre d'affaires.
toi, tu es la personne la plus importante, mais on n'est pas capable d'en trouver ici au Québec des gens comme toi. Fait qu'on veut que, dis-nous tout ce que tu es capable de nous dire. On va automatiser le plus possible de qu'est-ce qu'on est capable, mais il va rester que on va toujours en avoir besoin, puis ils vont toujours être nos personnes clés dans l'organisation. Donc, on a vraiment une culture ici là, de changement puis d'innovation. Fait que on demande à tout le monde de think over, de penser plus loin que la boîte, là, puis on veut que tout le monde pense puis que, mettons, si moi, là, j'ai une de mes tâches à moi que c'est fermer des opérations, puis que je dis, hey, moi, je ferme des opérations 1 heure par semaine, mettons, moi, je coupe tant de l'heure. Hey, Stéphane, ça vaut X nombre de dollars par année que tu pourrais sauver si je le faisais pas. Puis moi, je pense que c'est facile à faire. Tiens, moi, je pense que que le système devrait faire ça. Je te le donne, puis es-tu capable de m'arranger ça? Puis là, ça va être une suggestion, ça va se faire traiter, puis souvent, ces genres de suggestions-là, ça se fait on peut les faire, puis ça sauve du temps à moi ou à n'importe qui que nos heures sont comptées dans une semaine, ben ça nous permet de vraiment utiliser notre temps à 100% à penser avec notre tête, puis à pas faire des tâches que ça pourrait se faire toute seule. Aussi, le dernier élément là, que je pense que c'est vraiment crucial pour le genre d'une organisation comme nous, c'est vraiment de mettre de l'emphase sur la formation. De mettre de l'emphase sur la formation à l'externe. Que les gens, comme justement, là, je disais que nos employés, surtout les nouveaux, on a on a des gens passionnés. Ben, c'est justement des gens qui veulent pousser leur savoir. Ils travaillent sur quelque chose au travail, que ça devient quelque chose qui les passionne, puis qui vont pousser leurs connaissances plus loin. Fait qu'à PN, on encourage ça. On encourage nos jeunes, on encourage nos jeunes, nos anciens à faire des formations en dehors de leurs heures de travail. Nous, on est prêt à leur payer la formation, même si, puis eux, ils prennent c'est dans leur temps personnel de faire leur cours. Mais c'est vraiment important pour nous que nos employés continuent toujours à apprendre des choses nouvelles. Comme par exemple, moi, comme vous savez, j'ai fait un bac en administration. Quand j'ai étudié, je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis finalement, ben, j'ai tombé dans la production, puis j'aime vraiment mon domaine. Mais quand je suis arrivée sur la production, je voyais clairement qu'il me manquait de la théorie. Donc, j'ai fait un cours, ça s'appelle CPIM, sur 1 an. Ça, c'est vraiment des bases théoriques là, à 100%. Donc, j'ai fait ce cours-là, puis ça me permet justement d'améliorer, de pouvoir, si je connais bien la théorie, je suis capable de prouver que mon idée est bonne, puis de pousser ça, puis d'automatiser ça avec la théorie. Puis là, présentement, il y a environ 8 à 10 personnes qui suivent ce même cours-là, justement pour que tous les employés, on ait la même base puis qu'on puisse réfléchir dans le même sens. Parce que je pense que ce changement-là, c'est un gros travail d'équipe puis c'est tout le monde ensemble vers le même but. Par rapport aux développeurs, là, eux, ils suivent présentement une formation sur l'intelligence artificielle. Nous, ici, c'est quelque chose qui est très important. Fait que c'est vraiment important que nos développeurs aient une base en intelligence artificielle pour qu'ils puissent, ça va être eux qui vont devenir nos experts. Puis le dernier exemple, c'est un ingénieur là, qui est rentré ici il y a 2 ans. Lui, c'est un ingénieur mécanique. Il avait fait un bac en ingénierie normale puis vers la fin de son cours, je pense à la 4e année, il s'est comme découvert que l'automatisation, la robotisation, c'était quelque chose qui est vraiment venu lui chercher. Puis quand il est rentré ici, il était dans l'équipe d'amélioration continue. Puis récemment, il est tombé dans l'équipe de développement logiciel parce que lui, ben, l'informatique, finalement, ça l'a vraiment allumé. Puis là, il est en train de faire un cours à l'université, un certificat en informatique pour vraiment apprendre plus les bases de la programmation. Puis des exemples comme ça, on en a 3, 4. Donc, les gens, ils arrivent ici, on veut des gens qui vivent du 4.0 puis qui soient dans mon équipe à 100 000 à l'heure puis qui nous aident à atteindre notre but, là, comme je vous disais, là, dans X nombre d'années, d'avoir notre usine là, qui peut marcher les lumières fermées puis que toutes nos machines roulent sans arrêt. Super, merci beaucoup Catherine et Stéphane, c'est super intéressant, j'adore cette présentation. J'aimerais qu'on passe maintenant, parce que l'heure tourne, à la causerie, on se prendra ensuite les questions du public. Donc la première question est pour Catherine. Donc dis-nous Catherine, tu as eu un parcours assez atypique chez APN en passant, comme on le disait tantôt, de conseillère en ressources humaines à directrice de production. Cette transition a dû nécessiter une grande adaptation de ta part. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton cheminement et du support que tu as obtenu pendant cette transition? Oui, dans le fond, moi, c'est
j'ai commencé en tant que conseillère ressources humaines quand j'ai fini mon bac en administration. Mais durant toutes mes études, là, depuis que je suis au cégep, j'ai eu la chance de travailler chez APN. Donc, c'est sûr que j'ai pu toucher à un peu de tout, là, passant de la... J'ai fait un bac plus axé comptabilité-finance. Fait que durant mes études, j'étais à la comptabilité. J'ai fait aussi, j'étais plus au shipping pendant 1 ou 2 étés. J'ai pu aller sur les machines. Donc, j'ai vu un peu de tout. Puis moi, j'étais quelqu'un de pas branché. Je savais que plus tard, je voulais être gestionnaire, gérer une entreprise. Ça a toujours été quelque chose qui m'animait, mais je savais que je voulais arriver là, mais je n'étais pas vraiment branchée aux études. Fait que quand j'ai fini mon bac en comptabilité finance, j'étais pas heureuse. Fait que là, je suis venue ici, puis je suis quelqu'un qui aime les humains. Donc, il n'y avait pas de département de ressources humaines quand je suis rentrée en poste ici. Puis clairement qu'on était en grosse croissance. Puis je pense qu'on avait passé de peut-être 60 employés à peut-être 100 dans l'espace de 4 ans. Puis là, il nous fallait un peu des procédés, des processus. Donc, j'ai travaillé peut-être 3, 4 mois à mettre en place la santé-sécurité, les procédés, etc. Puis pour la suite, je suis tombée là, en production. J'ai commencé comme chef d'équipe. Après ça, j'étais directrice de production pour APN AFP. C'est une de nos filières. Puis depuis récemment, là, je suis directrice de production pour APN AFP, puis APN dans le fond, l'usine de Québec. Donc oui, ça a nécessité beaucoup d'adaptation, mais je pense que personnellement, j'étais quelqu'un d'action, puis dans ma personnalité aussi, là, veux pas, je suis quelqu'un d'action. Je pense que j'aime la production, c'est un rythme de vie que j'aime. Puis comme je veux dire, ici, chez APN, on a tellement plein de systèmes en place qui facilitent la tâche, qui facilitent la vision, qui facilitent toutes mes tâches au quotidien, de voir, tu sais, je peux être chez nous en temps réel, puis de voir l'usine, comment elle fonctionne. Fait que ça facilite vraiment tout ce qui est la tâche de production. Puis aussi, le dernier point, là, pour les humains, puis je pense dans toutes les transitions, c'est bon d'avoir toutes sortes de monde. Fait que, incluant aussi les femmes. Fait que moi, je suis vraiment un girl power, là, dans le fond, d'inclure les femmes dans notre transition. Puis c'est vraiment intéressant aussi parce que les femmes, ils n'ont pas toujours des visions pareilles aux hommes. Puis souvent, dans les entreprises manufacturières, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais de leur laisser de la place dans les opérations, laisser de la place en ingénierie, je pense que dans toutes nos équipes, nous, chez APN, on inclut les femmes. Puis je pense c'est vraiment important d'avoir un bon mix dans ce genre de transformation-là parce que c'est pas juste des programmeurs logiciels ou des programmeurs X, mais il nous faut aussi des gens d'admin, puis peu importe le chemin, là, de laisser entrer un peu des personnes qui fitent pas parfaitement dans le carré du poste pour pouvoir justement le laisser aller puis augmenter un peu la diversité là, au sein de l'entreprise. Absolument d'accord, Catherine. Merci. Deuxième question pour Stéphane. Stéphane, tu disposes d'une maîtrise en génie mécanique. Explique-nous un peu ton parcours pour te rendre à directeur R&D et spécialiste 4.0. Oui, bonne question. Dans le fond, oui, un bac en génie mécanique, une maîtrise en génie mécanique, profil robotique, modélisation de procédés. Donc, à la base, pas très TI, pas très, mettons, système global. Donc, quand j'ai complété en 2013 mes études, j'ai rencontré Yves Proto, qui est coprésident de l'entreprise. Et c'est vraiment en partageant son rêve, genre de l'usine intelligente, vraiment un projet d'intégration globale. C'est vraiment là, dans le fond, que j'ai eu un hook pour APN. Donc, on a créé à la base un poste de toute pièce pour moi. Puis quand je suis arrivé ici, ben, on parlait que ça a commencé en 2012, le projet SIM. Ben, quand je suis arrivé ici, ben, il y avait 0 personne sur le projet. Il y avait juste une solution qui vivait sur le respirateur artificiel, une preuve de concept qui était comme là. Donc, ben, j'ai eu l'opportunité, dans le fond, de construire l'équipe autour de ce projet-là. Donc, dans les 7 dernières années qui ont suivi, ben, j'ai bâti l'équipe autour de tout ça, bâti les partenariats avec l'université pour des problématiques plus spécifiques. Donc, mettons, quand j'ai développé mes compétences, c'est beaucoup dans le partage des compétences avec l'équipe à l'interne. C'est qu'à chaque fois que j'ajoutais un programmeur, quelqu'un d'automatisation, peu importe, ben, j'étais sur les projets avec eux, donc j'ai appris énormément de ces gens-là. Et puis, ben, c'est sûr que d'avoir des rencontres hebdomadaires avec des chercheurs, des professeurs sur des problèmes très, très spécifiques, ben là, mettons, tout le skill set, mettons, des propres, mettons, AI, machine learning, gestion opérationnelle. Dans le fond, c'est venu aussi de cette collaboration-là avec l'université. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mettons, après 7 ans chez APN, ben, ayant forgé ce projet-là de son embryon jusqu'à aujourd'hui, mettons, j'ai couvert un peu le pan. Donc, il faut comprendre aussi qu'à l'époque, quand je suis rentré, le projet, mettons,
le CFRIO parlait de PME 2.0 à l'époque, on avait fait ce projet-là. Ben, on s'est fait tatouer le mot 4.0 quelques années plus tard, mais on le faisait de façon naturelle sans être dans l'espèce de trend buzzword. On le faisait juste parce qu'on pensait que c'était la façon de faire. Là. Merci Stéphane. Rapidement, juste en une minute, Catherine, en tant que directrice de production, tu dois avoir la visibilité sur de nombreux employés qui utilisent vos technologies. Comment qualifierais-tu la cohabitation entre les employés et toutes ces nouvelles technologies? La cohabitation là, entre la nouvelle technologie et nos employés se passe vraiment bien. Comme je le disais là, un peu dans la présentation, là, le métaphore, le logiciel là, de 4.0, c'est leur outil de travail numéro 1. Fait que le matin, ils n'ont pas le choix. Les gens utilisent le système. Donc, c'est leur guide, c'est comme vous, c'est votre Outlook ou votre ERP. Ben, les gens, nous ici, c'est notre métaphore, notre ERP, puis notre Outlook, qui est notre outil de travail. Donc, les gens, ils vivent avec ça, ils travaillent avec ça. Le plan de ce qu'ils ont à manufacturer, l'horaire est là-dessus. Les codes qu'ils ont à mesurer sont là-dessus. Leurs instructions de travail sont là-dessus. Donc, la cohabitation se passe à merveille parce que sans cet outil-là, ben, ils ne peuvent pas travailler. Donc, c'est vraiment leur outil de travail numéro 1, puis les gens, ils adorent ça. Là. Super, merci Catherine. Stéphane, rapidement, quel conseil tu donnerais aux gestionnaires qui nous écoutent et qui envisagent d'amorcer le virage numérique ou qui sont en train de le prendre? Ben pour ceux qui ont déjà commencé, bravo, c'est déjà une bonne chose. Pour ceux qui n'ont pas commencé, ben, c'est de commencer par commencer. Ça peut être intimidant. Mettons, il y a un paquet de buzzwords, là, AI, machine learning, algorithme. On peut se faire peur avec plein de trucs, mais en bout de ligne, il faut comprendre que c'est juste, comme je disais tantôt, c'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est des outils techniques qui existent pour résoudre des problèmes. Puis que les gens, en général, les gens aiment ça, des choses claires. Fait que, une fois qu'on se fie sur la donnée, ben, on peut tout être sur un dénominateur commun puis se dire, ah, ben, c'est la bonne chose à faire. Puis après ça, débattre de comment on devrait faire, mais tout le monde a la même donnée pour partager. Fait que là, on enlève un peu les processus où il y a des petits Joe connaissants qui ont plus d'opinions qui vaut plus que l'autre. En bout de ligne, là, on partage la même information. Fait que ceci étant dit, dans le fond, si, mettons, juste pour démarrer, là, premièrement, c'est d'identifier les processus clés de son entreprise. Mettons, bien ciblé, mettons, où on pourrait commencer si on veut faire un premier projet. Puis moi, ce que je dis toujours, mettons, un peu ABC, là, collecter la donnée qui est nécessaire pour, mettons, les opérations de ce processus-là. Utiliser uniquement cette donnée-là pour prendre des décisions sur le processus. C'est-à-dire que vous allez voir en cours de route qu'il va vous manquer d'informations, que lui a amené de l'information qui n'est pas dans un système. Bref, là, on va voir que le système ne couvre pas assez large justement pour la collecte de données. Puis par la suite, c'est de faire des règles pour automatiser la décision. Ça peut être des algorithmes, des arts décisionnels, name it. Mais c'est pas obligé d'être compliqué, mais en bout de ligne, il faut comprendre que tout est basé sur la donnée, puis qu'il faut juste pas avoir peur puis commencer quelque part. Là. Merci. Charbel, je te passe la parole pour les questions du public. Oui, donc on va commencer avec la première question. Est-ce que la COVID a changé ou va changer le marché chez APN? La COVID, veut pas, ça nous a affecté quand même assez grandement. Nous, on est dans le... faut dire qu'on on est chanceux parce que APN Global, on détient quatre entités différentes qui étaient pas... Il y a juste nous qui faisaient, ici chez APN, qui faisaient des pièces d'aéronautique. Donc, oui, ça l'a mis un peu de côté l'aéronautique, mais on est en train de développer d'autres créneaux. Puis on mise aussi sur une de dans notre entreprise qui va très bien présentement. Donc, on est à fond là-dedans. Puis on se concentre sur vraiment, là, présentement, on est dans une phase d'amélioration, de formation, puis on se prépare pour l'avenir. Mais oui, c'est sûr que ça a chamboulé un peu notre croissance. Mais je pense que ça nous a permis de prendre un temps d'arrêt. On a fait énormément de changements dans l'organisation. On mise sur nos compétences, on mise sur nos systèmes, puis on s'améliore pour la suite. Mais effectivement, oui, ça nous a... On avait aussi la chance d'avoir justement du fait qu'on est connecté partout. Ben, mettons, le jour où on a dit tout le monde travaille à distance, ben, ça s'est fait à un claquement de doigts. Là. Tout le monde avait des portables, tout le monde avait des cases d'écoute. Mettons, toute l'infrastructure était déjà en place pour ça. Fait que les seuls gens qui venaient ici, ben, c'était les opérateurs, que là, on gérait cette situation-là. Mais pour toute la reste de l'organisation, ça a été vraiment simple de faire cette transition-là. Merci. Prochaine question pour Catherine. Vous avez beaucoup de jeunes. Comment avez-vous géré le changement avec les personnes plus expérimentées, surtout au niveau de la transmission des connaissances? On a amené ça vraiment comme
comme je vous disais, là, c'est notre outil de travail. Donc, on a amené ça positivement avec les gens. C'est sûr qu'au début, ben, il y a eu des chamboulements. Il y en a qui n'avaient jamais utilisé un ordinateur de leur vie. Mais tout est ultra simple. Fait que les gens, c'est vraiment pas compliqué. On leur a appris comment faire. Ils vivent avec ça depuis 5, 6, 7 ans même. Ils ont été habitués dès le départ. Au début, on a géré le changement. Eux qui étaient moins expérimentés un peu avec les ordinateurs, c'était vraiment les opérateurs sur les machines. Mais c'est pas plus compliqué qu'aller sur ton adresse courriel. Donc, on a tout le cheminement par rapport aux opérateurs, c'est ultra simple. Fait que, on leur a vraiment appris, puis maintenant, ils pourraient plus s'en passer. Donc, c'est vraiment ultra simple, puis on leur a rendu la tâche le plus simple possible. Donc, ça n'a pas vraiment été un gros changement là, par rapport à leur tâche là, habituelle. Merci. Et une autre question concernant la retention. Comment garder et motiver les jeunes à rester et à apprendre? Je vais te prendre celle-là. Ben là, il faut comprendre qu'APN a plus que quasiment triplé son plancher d'usine. On a reçu une usine toute neuve. Donc, APN est en extrême croissance depuis les dernières années. Comme Catherine parlait d'un 30-40 % dans les 3-4 dernières années. Donc, ça va extrêmement bien. Donc, c'est sûr que quand on voit, mettons, toute la croissance future qu'il va y avoir, les projets d'amélioration, les projets d'automatisation, la liste est très longue. Fait que ces jeunes-là qui voient ça, ben, c'est sûr qu'ils s'accrochent à fond d'un, ils ont des projets motivants. Puis de deux, ils savent très bien qu'il va y en avoir un autre motivant après. C'est sûr que ces jeunes-là, ben, ils restent accrochés facilement. Fait que c'est pour ça, mettons, je pense que c'est pas. Catherine, quelque chose à ajouter? Non, puis c'est vraiment dans notre culture d'entreprise aussi que les gens se sentent bien. On a créé une belle équipe de travail. Puis je pense surtout, ben, pas surtout, là, mais les gens qui sont en TI puis en amélioration de produits, c'est vraiment une gang qui c'est extrêmement serrée. Fait que les gens, ils s'encouragent entre eux. Puis je pense qu'ils aiment ça venir travailler. Puis c'est vraiment par les projets motivants. Puis ici, ça change à tous les jours. Fait qu'à tous les jours, il y a des projets qui pop, il y a des idées qui pop. Fait qu'on tient vraiment les gens allumés par la chandelle. C'est sûr qu'il y en a qui partent. Il y en a qui partent comme partout, là. Mais on essaie de garder, là, de mettre l'emphase là, sur nos humains là, pour qu'il y ait des défis stimulants. Là. Merci. Prochaine question. Pour faciliter les transitions, est-ce que vous avez pu bénéficier de certains soutiens gouvernementaux avec le CRIC, Investissement Québec, Emploi Québec, par exemple? Et quel soutien pourrait aider une autre entreprise à suivre une évolution aussi impressionnante que la vôtre? Dans le fond, à peine, on a eu la chance, il y a eu des points tournants dans le fond dans le projet. Là. Le CFRIO, PME 2.0, c'est là qu'on a engagé notre programmeur numéro 1. Le premier programmeur, on avait un projet avec pas de ressources. Fait que notre premier programmeur s'est fait à ce moment-là. Puis là, dans le fond, on a pu goûter que dans le fond, il y avait une certaine synergie qui pouvait se faire. Par la suite, APN a pu bénéficier d'un programme du CNRC Paris. Un programme fantastique, dans le fond, qui, si on a des activités de recherche et développement, permettent d'avoir du financement en amont, au lieu d'attendre à la fin de l'année avec la RCDE. Donc, ça a été effectivement un tremplin incroyable où on a pu justement, après ça, multiplier les ressources sur le projet. Quand tantôt je mentionnais MacFab 4.0, encore là, une super belle opportunité aussi, parce que là, on avait développé beaucoup avec le Paris, l'équipe logicielle, je dirais, mettons vraiment système. Mais avec MacFab, là, on est venu développer le créneau, mettons, automatisation, avec les robots, avec les AVG et compagnie. Donc, une équipe, mettons, qui était pas nécessairement ultimement, on travaille tous sur le même projet, mais sauf que c'était comme des compétences différentes. Et puis, sinon, y a-t-il d'autres? C'est pas mal ça. Je dirais, mettons, on a eu comme été chanceux dans le timing des événements, je dirais. Merci. Béa, pour le moment, on vient d'avoir une autre question. Le PME 4.0, c'était celui du CFRIO? C'était PME 2.0 à l'époque. Oui, c'est celui du CFRIO. Dans le fond, il y avait pris 15 entreprises au niveau de la mode, 15 entreprises au niveau de l'aéronautique. Puis là, on proposait un projet. Le 3/4 des projets, c'était finaliser mon ERP, avoir un ERP, choisir mon ERP. Puis APN était le seul. Il y avait une autre entreprise qui avait de quoi d'un peu plus évolué, mais l'idée, je pense, c'était APN avait vraiment son projet d'intégrateur, mettons, le projet SIM en réalité, qui est, mettons, on a pu fitter ça dans ce cadre-là.
Mais c'est ça. Fait que, puis juste tantôt, petite mention comme ça, là, on parle beaucoup d'initiatives 4.0, développer des systèmes, mais je reviens justement à PME 2.0 qui disait que, mettons, 75% des entreprises strugglaient avec l'implantation de leur système ERP. Il faut comprendre qu'avant de réinventer la roue, ben, il y a des choses, des solutions out of the box qui devraient fonctionner, là. Ça veut dire que si, par exemple, on a de la misère à maintenir un système ERP à jour, puis c'est tout croche parce que l'information n'est pas colligée au bon endroit, on ne tient pas ça à jour, puis l'information est dans la tête du monde, ben, ça se peut que, mettons, une autre intégration d'un autre système risque d'être encore plus compliqué. Fait que c'est first thing first, ben, ce qui devrait marcher doit fonctionner. Une fois qu'on implante des bonnes bases, ben, on peut aller de l'avant. Fait que c'est juste un petit reminder, parce que souvent, le monde aime, OK, je suis 4.0, on fait une initiative, mais là, c'est avant tout, j'ai-tu les bases assez, mes bases sont-elles solides? Donc, c'est peut-être une question à se poser avant de commencer. Merci. Prochaine question pour Stéphane. Vous parlez depuis le début du flow dans l'usine et des processus. Est-ce que vous utilisez des outils intelligents qui ont des chips intégrés? On utilise, dans le fond, il faut comprendre que les pièces, mettons, notre système vient comme tentaculer un paquet de choses. On vient se connecter aux machines, aux différents systèmes, dont le système ERP. Donc, par exemple, pour les pièces, ça va être du fait que c'est toutes petites pièces, mais on peut comme pas coller de capteur dessus. Et ça va être, mettons, la boîte avec le numéro de job qui va permettre qui va être le code unique qui va être partout dans la shop. Par contre, quand on parle de circuler les pièces, mettons, des machines CNC vers l'AVG qui va les amener vers la CMM puis qui va revenir par la suite. Donc, tout ce flow-là, effectivement, on utilise, dans le fond, l'étau qui transporte les pièces. Il y a des chips en dessous, des petits iButtons, je pense. Donc, c'est un petit connecteur qu'on va lire. Donc, on peut savoir exactement sont où nos pièces en ce moment. Puis là, les tâches sont séquencées au robot. Puis le robot va chercher les pièces. Puis on sait le robot il est où. Donc, on va traquer comme ça. À l'époque, on avait étudié, par exemple, les RFID. Mais du fait qu'on a du métal partout le RFID réagissait très mal, puis il fallait avoir un système, un système vivant alimenté avec des batteries. Ça devenait vraiment compliqué. Donc, bref, on a utilisé une technologie beaucoup plus simple, mais qui permet d'avoir un tracking des pièces sur le plancher. Merci. Vous parlez un peu plus sur le profil que vous cherchez pour les nouveaux employés? Est-ce que c'est possible de parler un peu plus des différents profils que vous recherchez? Merci. Dans le fond, nous, quand on ouvre on a toujours des postes d'ouverts, peu importe dans quel domaine, mais partout, même si on ne recrute pas. Donc, nous, on dit souvent, on va laisser ouvert des annonces, on attend que les talents viennent postuler, puis on va toujours rencontrer des gens à longueur d'année, même si on n'en a pas besoin. Puis s'il y a des gens qui sortent un peu de l'ordinaire, on va les engager. Fait qu'on on a toujours des affiches d'ouvertes pour des ingénieurs mécaniques, ingénieurs logiciels, ingénieurs en mécatronique, des gens en informatique, des gens en amélioration continue. Puis on accueille aussi beaucoup de stagiaires. Donc, on a en moyenne 4 stagiaires par saison, là, donc été, automne, hiver. Puis ça nous permet aussi d'aller chercher des talents directement à l'école. Donc, souvent, c'est vraiment pas rare qu'on a, mettons, 4 stagiaires. Il y en a un qu'on a un coup de cœur. Fait lui, on lui dit, hey, peux-tu rester avec nous pendant tes études, s'il te reste 2 ans, 3 ans? Reste avec nous pendant tes études, puis quand tu finis l'école, on va avoir un projet motivant pour toi. Ça arrive quand même assez régulièrement, au moins un par année. Puis ça nous permet d'aller justement chercher les gens directement à l'école. On les chemine au cours de l'école, puis ça leur permet que quand ils étudient, ben, s'ils sont dans un cours, ils pensent directement à leur emploi. Au lieu de penser à l'emploi chez Métro ou whatever, ben, ils passent à chez APN. Puis quand ils ont toujours en PN dans leur tête quand ils étudient, quand ils arrivent quand ils arrivent chez APN, ben, ils avancent, là, ils cheminent dans leurs études au fur et à mesure de l'année. Donc ça, c'est une de nos manières. Sinon, on rencontre le plus de monde possible, puis on n'a pas d'attente. On va pas, on lit les CV. Oui, le CV, c'est important, mais on mise vraiment sur la personnalité, comment que la personne se présente, comment qu'elle agit, c'est quoi ses passions dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait en dehors du travail. Tu sais, ça nous intéresse en tant qu'individu. Puis aussi, peut-être mentionner, APN supporte un paquet de projets étudiants, par exemple à l'Université Laval, le petit robot Robocop, un petit robot qui botte des ballons, un robot de trucs de super mileage. Donc,
on est dans différents clubs étudiants, justement, puis la seule chose qu'on oublie, c'est oui, on donne de l'argent pour supporter l'équipe, le projet, mais la chose qui est obligatoire, c'est une visite chez APN, une visite d'usine. Donc, là où on rencontre, on présente notre vision, on partage avec eux, puis c'est des étudiants qu'on voit d'année en année, puis qui permettent de voir, dans le fond, tranquillement, puis ils arrivent, puis ils graduent, puis ils connaissent APN. Quand ils ont des projets de fin d'études, ils appellent APN aussi. Puis APN est le membre, mettons, qui supporte principalement le centre de relève en technologie, en informatique de l'Université Laval. Donc, ça ouvre encore là un paquet de midi-conférences, des midi-peintes, où on présente des trucs. Les gens viennent nous visiter ici à l'interne. Donc, on a comme toujours cette espèce de relation-là avec les académiques. Question de flirter un peu avec la relève. Là. Je vous en remercie, effectivement. C'est une bonne chose à faire. Charbel, est-ce qu'on a fini avec les questions? Je peux conclure? Oui. OK. Alors, notre webinaire touche pratiquement à sa fin. J'aimerais remercier d'abord nos conférenciers. Avant de vous quitter, j'aimerais en profiter pour annoncer la création d'une nouvelle section dédiée au développement des compétences 4.0 sur notre portail nommé l'Aéroportail. Aéro Montréal s'est mobilisé pour répertorier toutes les formations offertes au Québec en lien avec l'industrie 4.0 et vous fournir ainsi une liste des centres d'expertise, il y en a plusieurs, mais aussi des programmes subventionnés et plein d'autres ressources utiles pour développer vos compétences et celles de vos employés. Donc, vous en voyez certains qui sont listés à l'écran. Tout cela sera bientôt sur le site Internet, donc dans quelques jours, avec des liens externes ramenant donc, vers toutes ces universités, ces laboratoires, ces centres d'expertise et vers les programmes également. Donc, ça s'en vient. Bien entendu, si vous avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre en dehors du webinaire. Je partage actuellement nos adresses courriel. N'hésitez pas à nous contacter. De plus, vous recevrez sous peu un courriel contenant le lien vers la présentation d'aujourd'hui. Vous pourrez ainsi la réécouter et en faire profiter vos collègues qui n'ont pas pu être présents avec nous ce matin. Le courriel contiendra également un lien vers notre sondage habituel afin de mesurer votre satisfaction et nous vous encourageons à partager vos commentaires car cela nous permet de contribuer à produire du contenu à valeur ajoutée pour nos membres. Donc, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une agréable fin de semaine. Et merci à Catherine et merci à Stéphane. À bientôt. Au revoir. Salut.